presse là, c'est qu'il y a place, il y a pile place pour toutes sortes de médias. Des médias qui sont spécialisés, des médias qui sont sport seulement qui intéressent, des médias qui sont machines seulement qui intéressent, des médias qui sont politique seulement qui intéressent, c'est l'économie seulement qui intéressent, c'est l'agriculture seulement qui intéressent. Il y a une place pour les médias généralistes qui doivent avoir des tranches si son journal ou bien des espaces si son radio ou télévision qui dédiés à différents domaines, différents secteurs comme sont cités et on peut aller à l'infini avec ça. Tellement de sujets qui pour traiter, sujets qui méritaient qu'on média dédié à eux, mais qu'on média dans l'espace. Godson Pierre vous expliqué très bien, choix médias alternatifs que la travail là en particulier, mais médias qui mettent un point alternatif en général à travers le monde. Son choix. Et chaque média leur ouvert, leur créé, ou bien une existence ou bien pour faire un choix, pour qui compte au campé, qui compte au rier, qui ni éditorial pour décider de suivre. Après la première intervention de le professeur Demesa, aux amis dans sa là, qui font parler avec qui était besoin de connaître, mais pour qui ça, même avec l'école, de ne pas avoir des médias, on lit pour suivre, on programme. Pour qui ça va pas dire médias, mais qui vient pour y mais qui type de monde pour employer, mais qui sortent de sujets pour aborder. J'explique les amis que malheureusement ou heureusement, les médias, c'est pas comme ça fonctionne. Effectivement, il y a des lignes générales pour suivre la question technique, il y a des lignes générales pour suivre sur les respecter éthique, sur les respecter principes de traitement de l'information, mais les médias, dans le pays de Moupano, sont totalement libres de sujets qu'ils ont abordés, de gens qu'ils ont abordés et de gens qu'ils ont fait. Et là, nous voulons souligner sur la question de langue. Pour tout ce jour là, nous qui ça là, nous ne pouvons pas comprendre ça dire. Créole dans la radio, créole dans le journal, créole dans la télévision, dans le pays où tout le monde parle de créole qui s'arrête. Jusqu'à après 1986, créole a une petite place tout petit dans les médias. Tout petit. Parce que les médias, en majorité, de parler français. Et c'est dans des émissions de nouvelles qui ne sont pas faites dans belle heure, parce que belle heure de radio, c'est de matin, c'est à midi, c'est après-midi. Créole là, radio qui fait célèbre là, c'est Radio Haïti, mais c'est à 9h du soir, journal Créole là. Radio Lumière était la première radio vraiment pas de créole, c'était 6h du matin, une vraie émission Créole là. Ils ont des titres à Fanny, des bonnes émissions sur hygiène et. Enfin, mais Radio Docteur, voilà, pour les conseils, c'était 6h du matin, mais c'était des créneaux bien précis. Et Jean-Dominique, qui vient d'un pile place à Créole dans la radio, toujours expliqué que bonjour, sous Duvalier, au convoqué dans le ministère de l'Intérieur, et le ministère dit qui parle de parler créole dans la radio ça. Sauf fait peuple là. Ça veut dire que là c'est français la vie parce que non, pas parce que le va comprendre, parce que le français a élevé nous. Alors c'est français pour parler. Si on parle de créole, c'est comme ça on descend dans le peuple et on descend de là. C'est ton vision vision ça a mouru. Je dis à là, sur mon radio, sous cadran, quasiment tout le monde a parlé de créole. Et 3 émissions à faire de créole, conférence à faire de créole. Ça vient peut-être longtemps, où toute la campagne de compte pour parler français seulement. C'est comme ça, et le pays a changé. Mais là encore, c'est liberté média qui permet ça. Évolution sociétaire, les médias accompagnés, les médias des fois subis, mais souvent les médias ont provoqué l'évolution sociétaire. Et la question de les médias ont joué un rôle qui est très intéressant dans l'histoire d'Haïti pour que le créole de nos langues, l'Acadie qui gagne tout droit dans le langue français, si bien que je dis à ces Français plutôt en faiblesse dans les médias. Liberté, ça que les médias rien, il crée 2 bagages. Il crée ça nous atomisation
dans la partie réglementaire là, comme le règlement est très faible, il y a un pile média et je dis on doit atomiser. J'ai que on sépare les quantités radio sous le FM, là, ça a explosé au fil des années. Multiplication média, vous faites dans pile média. Le fait que dans pile média, il y a une confusion tout. Les fois là, quand on a décidé que c'est la presse qui dit. Madame du Sénat, tout à l'heure, des médias, comment c'est fait, vous dit des médias, des journalistes, et puis dit la presse. La presse a son généralisation pas existé, puisque la presse pas parler d'une seule voix. Mais souvent, leur plein de sa journaliste fait, de sa journaliste fait, de sa quelques journalistes fait, on dit la presse. Et puis la presse, comme si vous représentez tout ce spectre-là, alors que souvent, chaque monde a un positionnement par là. Par dire encore, Jean Godson Pierre sorti là, les médias ont côté décidé que à pied. Nouvelle liste comme bien ces médias qui existent dans le pays depuis 126 ans, depuis le jour à couvert, ils disent mais qui vont dire. Ils sont un journal généraliste, commercial, capable de vivre de publicité et d'abonnement. Même Jean Godson dit, médias par là, by ligne, nouvelle liste depuis le jour ouvert, by ligne. Qui différence ça te fait à l'époque? À l'époque, en 1898, les nouvelles listes ouvertes, souvent, c'est même un parti politique qui va au journal pour défendre l'idée parti politique par là, pour l'aider à prendre pouvoir, ou bien pour défendre le pouvoir qu'il a, ou bien pour craser le pouvoir qu'il a. Si bien que, il y a un journal, parce qu'à l'époque, c'est journal seulement rien, quand on a radio ou une télévision, mais il n'a pas résisté, il n'a pas existé encore, parce que, ou bien, mission de la tête, il doit accomplir, mais ou bien, il a financé, il pour le pouvoir, il n'a pas besoin de journal encore pour le pouvoir. Ou bien, il va jamais prendre pouvoir, par exemple, encore, journal l'amour. Choix nouvelle liste fait en 1898, c'était d'être au-dessus des partis, financé par les lecteurs et les annonceurs. On a dit, 126 ans plus tard, nouvelle liste fait un bon choix. Mais chaque fois un média approuvé, il faut réfléchir à qui est-ce qui va le financer, ça va le faire. Parce que le média n'a pas existé sans corps. Comme là, c'est ce qui permet tout, si son radio, pour l'humain émetteur le matin, pour l'humain émetteur, d'abord, il faut acheter l'émetteur, mais ensuite, il faut ou bien mettre gaz dans le courant, ou bien payer les H, mais il faut que le courant, que ce soit quelque chose non balnéaire, il faut que l'énergie pour qu'un radio ou une télévision qui marche, et ça coûte cher, quelle que soit la source de revenus qu'on gagne, une qui a coûté plus cher que l'autre, mais quelle que soit la source de revenus, il faut qu'il y ait une copie dépensée. Employés au principe, il faut payer, je dis bien en principe. Tout ça qu'a fait nos médias, c'est comme l'écouter. Alors, donc, pour approuver les médias, il faut choisir qui source de financement que vous gagnez, qu'on va chercher ou bien vous rejoindre. Madame Dussène a encore expliqué que je dis à un pile leader politique qui est média. Son évolution, qui pas en nouveauté, j'aime dire nous, les nouvelles listes en 1898, t'es plein chef de parti, t'es un journal. Je dis à chef de parti ou bien mon café politique, il y a un journal, il y a une radio, il y a une télévision, il y a une agence en ligne, il y a une page Facebook, il y a ce qui est nécessaire pour tout mouvement politique, il y a un porte-voix qui a fait ça, il fait passer ça, il dit à l'alpidouin. C'est médias, les aujourd'hui, mais sous médias. Si c'est sur tout groupe WhatsApp, vous pouvez inscrire, c'est sur tout groupe WhatsApp, parce que ça a besoin de faire passer et besoin de distribuer. Moi, je montre que c'est de bonne guerre. Et c'est là, maintenant, de nous, d'autant plus que les élèves de l'école de journalistes dans cette salle-là, chaque monde, chaque citoyen peut faire des choix. Qui média veut donner, qui média veut donner confiance, qui média veut donner attention, parce que si tu attends nos émissions, son temps d'attention qu'on va à son plaisir. C'est nous pour faire vos choix, c'est nous pour décider qui est-ce qu'on croit, qui est-ce qu'on attendait, qui est-ce qu'on attendait demain matin. Et auditeurs, lecteurs, téléspectateurs, ils ont responsabilité dans le mauvais choix qu'ils font. Ou pas qu'en même temps, à jouer les médias,
pour dire que nous sommes et puis chaque matin, on va dire que ça dit. Il faut que nos dirigeants comprennent que mon engagement dans cette affaire, il n'est pas neutre. L'homme prend le téléphone, c'est sous telle page TikTok, on va regarder ça veut dire. Souvent, comme dit qu'un magazine parle de artistes et de gens qui ont fait actualité, on jouer et on va parler de l'Internet. Oui, mais là, si on regarde les tickets, comme c'est là, il y a 6 000 personnes qui like et puis il y a 3 000 personnes qui ont joué. C'est que nous tous avons regardé le artiste là. Si on va venir regarder ces artistes là, on va jouer en ma poste. Cliquez à. Mettez là et pouvez faire commentaire, son engagement ou pas. Ouvert radio, choisir un poste pour tendre, son engagement ou pas. Ouvert télévision, choisir qui chaîne pour regarder, son engagement ou pas. Ou pas en tonneau vide, ou son monde qui vont aller dans tête, qui vont aller chercher, et si on met les pieds au mauvais côté, ou une responsabilité dans le mauvais côté. Si on met les pieds au mauvais côté à chaque jour, posez-toi une question. Qui sont cherchés? Tout à l'heure, encore une fois, Godson fait allusion à une bagaille qui motive nous. On cherche des bagailles qui pour faire de lui. Moi, je vais chercher des bagailles pour faire de lui. Moi, tout comme mon téléphone, je me fais une temps à regarder. Il y a des bagailles qui font sourire, il y a des bagailles qui font rire, il y a des bagailles qui font partager avec les amis. Son choix conscient que lié pour moi et pour nous-mêmes qui sommes jeunes, qui venus, génération Z, comme dit madame, donc la génération Z, il faut commencer à chercher l'autre retour parce qu'il commence à grand. Eh bien, chaque ça nous fait, son choix nous fait, son engagement nous prend et son côté nous veut, qui fait que nous aider là-dedans. Personne n'est responsable de choix nous faire dans quel type de médias nous attendons. C'est nous responsables de choix. Et si mauvais bagaille a autant de succès, c'est parce que mon audience qui a attendu, mon audience qui a like, mon audience qui a partagé. Deuxième, ça me dit, peut-être même pas deuxième, mais dernier, ça me dit, confusion, il faut faire attention. Ce n'est pas tout le monde qui va au téléphone, ce n'est pas tout le monde qui font vidéo, ce n'est pas tout le monde qui vont voice, ce n'est pas tout le monde qui font texte, qui sont journalistes. Je l'ai dit ça dans la première partie, dans la première intervention. Je dis à là, quasiment avec ça, comme instrument dans le monde, tout le monde a la même capacité avec le journaliste. Ou qu'à filmer, ou qu'à faire photo, ou qu'à écrire texte, ou qu'à mélanger tout pour faire un film, pour faire sortir. Ou même qu'à recevoir, il faut qu'on ait bien un petit Alter Presse écrit qui est marqué Alter Presse, qui signe pour journaliste Alter Presse, qui monitoré par rédaction Alter Presse, qui garantit Alter Presse que vous mentir pas porter pour vous. Et puis, quand l'autre bagage sur Internet là, qui pas de monde qui signe, qui pas de monde qui regarde, qui pas de monde qui vérifie, qui a circulé, nous ne pouvons pas mettre sur le même plan. Moi, article nouvelliste, pas un poste que le monde fait sur Facebook. À l'âge nous, avec l'avenir qui est devant nous, il faut chaque jour nous songer que tout ça, nous à terre, nous ne pouvons pas ramasser des pays dans nos jours. Tout ça, nous lit sur Internet, là, tout ne pas prendre pour la vérité. Il faut que nous choisissions qui est-ce qu'on croit, qui est-ce qu'on suit, qui est-ce qu'on attend, qui est-ce qu'on retourner là-dedans demain. Ce message, ça me donne de partager avec nous, parce que moi, je crois que l'éducation média n'est pas faite en Haïti, elle n'est pas faite. Eh bien, génération Z là, ont une responsabilité pour laisser éduquer peut-être mieux, mais qui a consommé les médias, la consommer information qui a circulé. En fait, lorsque nous acceptons que les sujets qui sont portés à réflexion ou même à discussion au niveau de la presse traitent des droits humains, nous comprendrons donc que la presse et les droits humains sont complémentaires parce que l'un est le prolongement de l'autre et vice-versa. Et nous allons le voir ensemble. Un reportage dans la presse qui traite des personnes assassinées parle en fait de la violation du droit à la vie.
Il y a un reportage sur poste de péage qui est établi par les bandits armés traite en fait de la violation du droit à la libre circulation. Un texte sur les violences enregistré lors d'une campagne électorale dénonce la violation des droits des citoyens et citoyennes de participer librement dans les réunions pour pouvoir, avec sérénité, choisir les personnes qui seront appelées à les diriger. Une vidéo, par exemple, sur les piles d'immondices dénonce l'insalubrité et le non-respect du droit à un environnement sain des citoyens et des citoyennes. Des informations sur les accidents de la route parlent en fait de la violation du droit à la sécurité, et en l'occurrence la sécurité routière. Les articles parus récemment, par exemple, dénonçant 3 conseillers présidents qui tentaient d'extorquer le président du conseil d'administration de la BNC, dénonçaient en fait un cas de corruption. Déjà, c'est un cas flagrant de corruption, et allons dire un cas flagrant de corruption pour un montant faramineux, puisque en fait nous sommes en train de parler de 100 millions de coups. Et il est aussi reconnu que de manière générale, dénoncer les cas de corruption, c'est aussi dénoncer les conditions d'extrême pauvreté dans laquelle partage la population, c'est dénoncer l'absence de programme d'assistance sociale, et c'est aussi dénoncer le non-accès aux droits socio-économiques de la population. Un reportage sur des journalistes agressés dans l'exercice de leurs fonctions dénonce la violation de la liberté de la presse. Et par ricochet, la violation du droit à l'information de la population. Des articles et des vidéos sur des examens officiels, la rentrée des classes, ou même des articles qui traitent des établissements scolaires qui sont convertis en camps de l'insécurité. Donc les camps, ces espaces-là qui accueillent les victimes de l'insécurité. En fait, ce sont des articles, ce sont des vidéos qui touchent les droits à l'éducation ainsi que le non-accès à l'éducation. De même, des documentaires sur différents championnats de football, de basketball. Tout à l'heure, j'entendais Franz Duval en parler justement. Mais des documentaires justement sur des championnats de football, de basketball, de natation. Par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup des Jeux Olympiques parce que c'est le sujet, pas vrai? Mais ce sont en fait des articles qui traitent du droit au sport, du droit au loisir, qui constituent des piliers importants pour une bonne hygiène de vie. La presse, qu'elle soit parlée, écrite, télévisée, ou qu'elle utilise les plateformes intelligentes pour atteindre son public, allons dire, se donne pour devoir de couvrir des faits qui ont un impact sur la vie des gens et en fait des conséquences sur notre présent et sur notre futur. Et pour leur rôle, les organisations des droits humains sont souvent amenées à prendre, allons dire, des positions qui remettent en question les politiques publiques qui sont appliquées dans un pays donné, Haïti, en ce qui nous concerne. Et ce que je voulais au tout début vous démontrer, c'est qu'en fait, la presse fait un travail similaire. Et même si un journaliste, normalement, il pas systématiquement metté, par exemple, dans la fin de ses reportages, des recommandations à des autorités étatiques, mais il a fait exactement le même travail avec l'organisation Droit-Monde, dans la mesure où c'est un journaliste qui entend attirer l'attention des autorités sur un problème donné. Et quand on attire l'attention d'une autorité sur un problème donné, c'est parce qu'on s'attend justement à ce qu'il y ait des mesures qui soient adoptées pour résoudre ce problème. Donc, selon moi, au même titre que les organisations des droits humains, la presse fait partie de l'espace civique, en ce qui nous concerne l'espace civique haïtien, et la presse est appelée à forcer l'adoption de mesures visant le respect, la protection et la réalisation des droits humains. Ceci étant dit, ceci étant fixé, je pense qu'il nous est difficile de savoir laquelle de ces deux institutions, à savoir la presse ou les droits humains, a fait son apparition avant nous. C'est-à-dire, pour moi-même, c'est comme la théorie de la poule et de l'œuf. Mais, entendons-nous, les deux, que ce soit la presse, que ce soit les organisations des droits humains ou de manière plus large les droits humains, ce sont des institutions très importantes pour l'émergence d'une société basée sur les droits. Et je pense aussi que cette importance a déjà été soulevée par le premier panel. J'estime que je viens de partager avec vous ce qui constitue en fait des points de rencontre entre le travail d'investigation et de dénonciation des organisations de droits humains, des organisations des droits humains et aussi ce même travail de dénonciation de la presse. De toute façon, dans notre réalité de tous les jours, nous estimons que la presse a fait tout le travail, à nous dire, de lanceur d'alerte
droits humains. Par exemple, nous, au RNDDH, le Réseau national de défense des droits humains, nous ne sommes pas jamais capables de dire nous combien de fois nous allons mener une enquête souterraine parce que justement nous avons été alertés par un article. Par exemple, c'est par la presse que nous avons été informés d'abord sur le massacre de la Saline en novembre 2018. Cependant, les points de disjonction sont nombreux. Si par exemple la presse peut à un certain niveau se contenter de lancer des alertes, les organisations de droits humains ont en plus pour devoir d'enquêter et de trouver les responsables tout en nommant les violations subies par les victimes et par les survivants et survivantes. Nous n'allons pas rester sur la définition des droits humains parce que je présume que vous la connaissez déjà, mais permettez quand même que je souligne à votre attention que nous parlons de violation des droits humains lorsque des actes attentatoires aux vies, aux biens et au bien-être de la communauté sont perpétrés par les autorités établies, là nous parlons des policiers, des greffiers, des huissiers, des commissaires du gouvernement, des juges, des présidents, des ministres, des directeurs généraux, etc. Quand ces actes sont perpétrés par des proches de ces autorités, ou lorsque ces autorités justement décident de ne pas intervenir en dépit du fait que les actes mentionnés soient commis de manière massive et répétitive, même par des individus qui ne détiennent aucune autorité, nous sommes carrément dans le schéma avec les bandits armés. Parce que, en fait, ce sont des individus qui commettent des crimes atroces contre la population et nous avons aussi les autorités elles-mêmes qui, de leur côté, décident de ne pas intervenir et ça nous fait rentrer directement dans une situation de violation massive des droits humains. Et c'est aussi le devoir des organisations des droits humains de faire des recommandations. Et les recommandations des organisations des droits humains peuvent aller d'une simple sanction administrative à l'encontre de prédateurs des droits humains, par exemple, jusqu'à une proposition de loi sur une question bien déterminée, en passant par une recommandation de condamnation par la justice, toujours à l'encontre de prédateurs des droits humains. Ce que ne fait pas forcément la presse, parce que vous, au niveau de la presse, vous pouvez vous contenter de seulement dénoncer ce qui se passe, mais vous n'allez pas jusqu'à recommander ce qui devrait être adopté comme mesure pour résoudre le problème en question. Un autre point de disjonction, à mon sens, est le fait qu'au fil des ans, même si on est critiqué pour cela, les organisations de droits humains ont choisi d'être de plus en plus affirmatives dans leur dénonciation pour peu qu'elles expliquent la méthodologie qui a été utilisée pour leur travail, alors que de notre côté, nous avons la presse qui elle-même peut aussi se contenter de rester, de se permettre carrément, de rester dans le conditionnel, toujours dans le cadre des lancements d'alerte. En fait, je vous dirais que défenseurs des droits humains, nous, les défenseurs des droits humains, nous ne nous sentons concernés que par la protection des victimes et des victimes de violation des droits humains et des survivants et survivantes. Ça veut dire que pour nous, par exemple, si un prédateur des droits humains vient nous trouver et nous explique que lui, il est impliqué dans une violation des droits humains, nous allons le dénoncer. Alors que je sais que de votre côté, vous êtes surtout concerné par la protection de vos sources. Sur les opportunités, ce que je pourrais partager avec vous, c'est que de tout temps et aujourd'hui encore, la presse a constitué et constitue notre seul espoir de garantir le respect des droits humains. Vous voyez, cette phrase, elle n'est pas de moi, mais c'est une phrase qui a été répétée de toutes les manières possibles et elle reste vraie. Et de tout temps et aujourd'hui encore, la presse a toujours été un allié ultime des droits humains. Il y a certains qui parlent même de garde-fou pour les droits humains. C'est aussi une phrase qui a été répétée en boucle et qui est aujourd'hui encore répétée en boucle, que ce soit par les défenseurs des droits humains, par les victimes de violations des droits humains, par l'Organisation des Nations Unies, par la Commission interaméricaine des droits de l'homme, par la Commission européenne des droits de l'homme, etc. Mais c'est surtout une phrase qui reconnaît l'importance du travail journalistique dans le prolongement de celui des droits humains et vice-versa. Et ce n'est pas pour rien, si vous me permettez, ce n'est pas pour rien que les victimes de violations des droits humains menacent souvent leurs agresseurs de les attaquer. Sinon en justice, du moins en dénonçant les faits dans les médias. Et je vous dirais aussi que, à mon sens, c'est à la presse de comprendre qu'elle n'a pas été hissée au rang de pouvoir sans raison. C'est justement parce que l'ILA peut faire un travail qui exigeait rigueur, un travail qui mettait au devant de la scène,
un travail qui est très dangereux, mais aussi un travail qui a un impact sur les détenteurs de pouvoir et un impact tellement énorme sur les détenteurs de pouvoir que justement ces détenteurs de pouvoir ne veulent pas être dans le collimateur de la presse. Les organisations de droits humains, comme le RNDDH, nous avons mené des enquêtes, rédigé des rapports de dénonciation, organisé des sit-ins et des manifestations, adressé des lettres aux autorités, etc. Sans le relais de la presse, toutes ces actions peuvent facilement passer inaperçues. Donc, à mon sens, la plus grande opportunité qui s'offre à nous, à la presse et aux droits humains, c'est cette capacité que nous avons de changer la vie, de changer les choses en vue d'exiger le respect, la protection et la réalisation des droits humains en faisant front commun et en regardant dans la même direction. Parce que j'estime qu'ensemble, nous pouvons réussir à faire comprendre aux autorités étatiques qu'elles ont un devoir de résultat envers la population haïtienne. Cependant, vous allez être d'accord avec moi, les défis y sont énormes. Déjà, nous, en Haïti, nous avons la mauvaise manie de nous taper dessus pour des boutiques, alors que nous devrions, au contraire, unir nos forces et à tout pour combattre un même ennemi. Peu importe la manière de le tourner, peu importe la manière de le dire, les mesures de réalisation, de protection et de respect des droits humains passent obligatoirement par des actions concrètes de la part des autorités étatiques. D'ailleurs, je vous le dis aussi, c'est pourquoi nous, au niveau des organisations des droits humains, nous avons toujours les yeux fixés sur le comportement des autorités étatiques parce que nous savons que ce qu'elles font ont un impact direct sur la réalisation, le respect de nos droits. Donc, comment expliquer? Je prends des exemples avec vous maintenant. Que l'ordonnance de renvoi relative au massacre de la Saline, je viens de vous parler de ce massacre. Massacre dont les alertes ont d'abord été lancées par la presse. Massacre pour lequel la presse dénonçait le fait qu'il n'y ait aucune avancée au niveau de la justice, soit aujourd'hui objet de critiques destructives par la presse, au cours desquelles une organisation de droits humains, la mienne en l'occurrence, est indexée. N'étions-nous pas sur la même longueur d'onde à exiger la même chose, à savoir justice et réparation pour les victimes et les survivants et survivantes de ce massacre? Un autre exemple. Comment justifier que des organisations des droits humains dénoncent le processus devant aboutir à la formation de Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, par exemple, en raison de son irrégularité, du non-respect de la loi, mais que ces organisations se fassent descendre par les médias, dans les médias? Ne sommes-nous pas en train de défendre les mêmes valeurs de participation, d'inclusion et de respect de la loi? Pourquoi des défenseurs des droits humains, les femmes particulièrement, moi qui suis en face de vous aujourd'hui, pourquoi les défenseurs des droits humains sont attaqués dans leur vie privée par des journalistes, par les médias, par la presse? Parce qu'ils dénoncent un membre du gouvernement impliqué dans une violation des droits humains. Cette même violation qui aura d'abord été l'objet d'un article, d'un reportage de côté, c'est-à-dire du côté de la presse, et cette même violation qui aura par la suite été objet de dénonciation de l'autre, c'est-à-dire du côté des organisations de droits humains. Pourtant, et la presse et les droits humains, vous savez, nous avons les mêmes interlocuteurs, c'est-à-dire des autorités étatiques. Et des autorités, permettez que je vous le dise, qui n'accordent qu'une attention très minime, ou pour être plus gentil, très relative à notre travail. Ces interlocuteurs que nous partageons, ils préfèrent au contraire discréditer ce que nous faisons et ils utilisent certains médias, excusez-moi, pour y arriver. Et lorsqu'il s'agit de nous attaquer de toute façon, ne nous y méprenons pas. Ils utilisent les mêmes armes et nous allons le voir ensemble. En plus de nous discréditer, justement, de discréditer notre travail, c'est-à-dire combien de personnes le RNDDH a-t-il rencontré pour pouvoir être aussi affirmatif, est-ce que le RNDDH a été sur le terrain, est-ce que le journaliste lui-même n'a pas reçu d'argent justement pour pondre un article de ce genre. Donc, justement, ils utilisent les mêmes armes de discrédit, mais en plus, ils nous attaquent en justice pour diffamation. Tout comme les défenseurs des droits humains, peut-on compter le nombre de journalistes ayant été cités au correctionnel pour diffamation? Deuxièmement, ils nous forcent à l'exil.
Pensez à tous ces journalistes, tous ces militants et militantes des droits humains qui ont dû abandonner le pays après avoir reçu des menaces ou même après avoir essuyé une attaque armée. Une pensée spéciale, par exemple, à votre confrère, mon ami, en ce qui me concerne, au garçon Alphonse. Sinon, nos interlocuteurs, ils nous tuent. Antoinette Duclerc était une militante des droits humains, elle était une féministe. Elle a été criblée de 7 balles. Diego Charles était un journaliste. Il en a reçu 4. À aucun des deux, il n'a été donné la chance de survivre. Lorsque ces mêmes autorités passent les instructions pour que les manifestations antigouvernementales soient réprimées, ce sont des journalistes, des défenseurs des droits humains sur place et des membres de la population qui sont victimes des interventions antidéontologiques de la police. Mais les défis restent énormes et à la limite, à dire insurmontables, parce que les valeurs et les principes de droits humains, un peu plus tard, si j'ai la chance, on pourra en parler, sont écartés et les socles de ces défis, justement, à mon sens, sont très puissants. D'abord, nous avons l'argent. Souvent, l'argent sale, en provenance notamment de la corruption et du trafic des produits psychotropes, la drogue, par exemple, est utilisé par les autorités étatiques ou leurs proches en vue d'altérer la vérité. Ensuite, nous avons les politiciens, dont plusieurs sont aujourd'hui eux-mêmes propriétaires de médias. Vous savez, je pense qu'à un certain moment, il faudra en parler, parce que j'estime que cela constitue une violation de la liberté de la presse, ou pire encore, une volonté manifeste et carrément caractéristique, à dire, de museler la presse et de contrôler les informations qui circulent. Et je trouve que ça, c'est grave. Nous avons aussi comme socle les entreprises, comme les multinationales. On en a parlé tout à l'heure dans le panel précédent. Les multinationales, les grosses entreprises qui veulent aussi manipuler la vérité. Et de toute façon, qui peuvent le faire et certainement qui se donnent les capacités de le faire. Et n'oublions pas les autorités policières, les autorités judiciaires, les autorités gouvernementales qui altèrent la vérité et utilisent malheureusement la presse pour atteindre l'opinion publique. À chaque fois, il faut vous demander pourquoi. Parce que vous savez, moi qui suis en face de vous aujourd'hui, je n'arrive pas encore à comprendre pourquoi, dès leur arrivée par exemple, les Kenyans ont tenu à faire savoir dans leur pays qu'ils étaient déployés sur le terrain et qu'ils étaient déjà en train de mener des interventions à succès sur le terrain en Haïti. Quelles sont les implications de ce mensonge? Parce que de toute façon, il y a toujours une implication. Nous terminerons en vous disant, et j'espère avoir respecté les 20 minutes qui m'ont été imparties, nous terminerons donc en vous disant que la presse et les droits humains, selon moi-même, sont les deux côtés d'une même médaille. Lorsque dans la machine, l'un effectue par son travail, l'autre souffre, et c'est la population tout entière qui subit les conséquences. Nous avons besoin d'être libres en vue d'analyser, de questionner nos gouvernements et d'exiger des comptes. Nous avons aussi besoin d'une presse critique, capable de nous porter à pousser nos limites comme citoyens et citoyennes. Nous avons besoin enfin de renforcer notre espace civique. Cet espace civique où se rencontrent la presse, mais aussi des organisations de promotion et de défense des droits humains. Et de toute façon, tout ce que je viens de dire là passe par une presse sérieuse et indépendante, et surtout une presse qui est consciente qu'elle intervient sur des questions de droits humains. Mais et si nous remontons à travers le temps, on voit que, enfin pas très loin, si nous prenons les 40 à 50 dernières années, on voit que gagner en termes de défis, on a dit une évolution en dents de scie. Et lorsqu'il y a des contextes d'ouverture où il y a peut-être moins de difficultés, et lorsqu'il y a des contextes pesants où l'autoritarisme vient très fort, où il y a un peu plus de difficultés dans le gré des conjonctures. Il est bon pour nous rappeler, peut-être avec l'assistance que nous avons là, que tout n'est pas toujours comme ça, même si je dis bon, et nous avons une situation côté où il y a une violence diffuse qu'il a et qui conditionnait en pile pratique qu'a fait, y compris pratique de journaliste et y compris fonctionnement média. Mais où tu as gagné des périodes
côté, il a dit que c'était le temps de se parler par signe. C'est l'époque de la dictature des Duvalier. Côté, c'était un risque qu'on déprend pour dire que bon trou dans la rue. Alors, après, Pétionville, bon trou dans la rue. Si on dit ça, ou qu'à prendre prison, ou qu'à perdu la prison, peut-être ça, si on utilise un média pour dire ça. Et c'est l'époque tout côté pour regarder les premiers défenseurs, enfin pour la période récente, les premiers défenseurs des droits humains, et il y en a qui est emblématique, c'est Gérard Bourg. Et Maître Gérard Bourg, qui mourit il y a quelques années, nous sûrement entendu nos lignes. Et c'est lui-même qui a organisé, avec l'Organisation de défense des droits mondiaux à l'époque, une conférence le 9 novembre 1979 dans Saint-Jean-Bosco. Conférence pour même ouvrir que Matou débarqué, il bat monde, il crasé, etc. Thème conférence ça, c'était climat politique et droits humains. Donc, imaginez que vous avez des contextes comme ça, vous n'avez même pas qu'à discuter de droits humains, allez voir où l'opposition pour défendre. Et c'est l'époque tout côté que, comme parfois on va parler directement de politique, c'est-à-dire la question du droit politique, parce que les droits politiques sont le droit du vote, donc on est comment l'élection est organisée, l'époque ça, entre autres. Donc, vous venez des questions qui sont un peu en tangent, les questions sociales, même les questions culturelles, les questions de vie paysanne et la situation au milieu rural. Vous venez de découvrir force question ça qui rapidement vient prendre une dimension politique. Et il y a un reportage qui était fait en pile. Oui, c'est un reportage que Pompey Philo a organisé sur le monde qui a pris terre. Et qu'est-ce qu'il y a de politique dans le monde qui a pris terre? Et voilà que c'est des thèmes qui ont une résonance extraordinaire à travers les médias, ils ont abordé dans l'époque. Pour mal très vite, nous arrivons en 1986, il n'est pas passé aussi vite que passé là, mais c'était un temps de l'éveil démocratique, un temps d'ouverture autour, côté en même temps où il y a des journalistes, des médias qui ont fait un apprentissage d'être attentif au droit. Parce que, en fait, c'est un moment pour dire parler en pile de politique, c'est la question politique qui domine. Et donc, il y a toute une bonne notre question qui vient marginale. Et c'est un moment côté donc où un apprentissage qu'a fait. Et côté tout, puisque c'est pas l'école qu'on va apprendre ça, bon savoir-faire qu'on va apprendre sur le tas. C'est-à-dire c'est en le faisant qu'on apprend. Et puis, nous venons faire en sorte que la liberté d'expression en lui-même, il nous conquiert. Mais alors, il y a aussi la gestion de cette liberté d'expression, si bien que des slogan écrit sous Béo qui dit que nous parler juste en déballer. Il y a des excès aussi dans l'usage de la parole, donc dans la jouissance de cette liberté d'expression. Donc parler pour dire quoi, parler pour chercher quoi. Mais malgré tout, nous ne pouvons pas parler, et c'est un élément que tout le monde souligne, quel que soit conjoncture, parfois il y a des droits très durs, parfois il y a des droits d'ouverture, parfois il y a des cas moins durs, mais dans toutes les circonstances, il va arriver fermer totalement la parole. Il y a un moment de dur, c'était la période de 1991-1994,
avec le coup d'État militaire contre la première expérience démocratique en Haïti. Et puis, je vous dis, côté, on a regardé quantité de journalistes qui ont mouru, assassinés, et puis, côté, une violence qui gagne, et pas gagner une instance d'État qui gagne un monopole réellement, donc son violence qui embrasse toute société. Mais malgré tout, le monde continue à parler. Donc parfois on parle plus, parfois on parle moins, mais c'est un acquis dans l'époque que l'on vit là. Donc, au fur et à mesure, nous venons nous compte que c'est quand même un défi pour garantir l'exercice de la libre expression, qui à la base aussi de l'exercice libre de la profession de journaliste, de l'activité des médias, pour nous capables d'aborder des dossiers divers, y compris, bien entendu, ceux des droits humains. Et là, on a dit que la question couverture des thématiques de droits humains, il y a pour moi un enjeu qui est capital, qui est décliné en plusieurs aspects. C'est pour moi, à travers et approfondissement thème ça par l'information, par l'explication, que nous sommes capables de contribuer à l'émergence d'une conscience collective de ces droits, des droits humains, et de la nécessité de leur épanouissement. C'est-à-dire fait que nous sommes capables de respecter l'autre, non reconnaître que le droit. Et ça passait par l'information, ça passait par l'explication, ça passait par les débats, et bien entendu, il passait tout par un travail de militants et pour de tous les instants pour contribuer à respect de droits. Une autre question qui est importante pour nous, et là on a parlé de couverture de thématiques de droits humains, nous pensons que du point de vue médiatique, il est capable d'aider à équilibrer l'agenda médiatique. Ça, oui, l'agenda médiatique, là, c'est les sujets que les médias traitent tous les jours. C'est-à-dire, chaque jour, nous lisons les médias, nous tentons, ou bien nous regardons, mais il y a un ensemble de thèmes que vous proposez. Et il y a une critique qu'a faite, ce n'est pas d'aujourd'hui, que les sujets politiques dominent. Parfois, ils ont raison pour dominer, mais parfois, il y a des gens qui estiment qu'il est capable de place pour d'autres sujets qui sont tout aussi importants dans la vie. Donc, dans ce sens, ça, si nous passons par justement le schéma des lois qui empilent, nous dit que gagner une possibilité pour équilibrer l'agenda médiatique, c'est-à-dire toucher des sujets d'intérêt qui ne pas forcément aller dans un seul domaine. Donc, dans ce sens, on va parler de possibilité de diversification thématique qui est important, mais leur diversifier thème, et là c'est extrêmement important, il y a une possibilité tout pour diversifier les voix, pour diversifier les acteurs de médias, pour diversifier l'opinion qui a venu sur une série de questions. Parce que les gens qui disent carrément, on va inviter si vous parlez de politique, on va venir. Mais par contre, si on a amené à parler d'un sujet qui est local et qui est et qui concerne directement, etc., parfois c'est l'exercice de son propre métier. Il est capable de venir pour lui parler avec eux. Et donc, dans ce sens, ça, et diversification, ça capable de favoriser une démocratisation de l'expression. C'est-à-dire, qui est-ce qui gagne la parole dans les médias. Et puis, en faisant ce travail,
et médias autour, ils ont rempli une responsabilité sociale que ils ont gagné et leur permettre que les gens apprennent mieux, d'abord informer mieux, apprendre mieux, évoluer mieux et mieux faire place dans la société. Et les thématiques de droits humains sont extrêmement larges. On a entendu Rosie Auguste tout à l'heure qui a très concrètement aidé nous identifier des droits, mais c'est en pile les droits civils face à l'État qui prend trop place. Les droits donc à la liberté, l'égalité, liberté de religion, liberté d'expression, droit à la vie, droit à un procès équitable dans la justice, l'interdiction de la torture. Tout ça, c'est des éléments et peut-être qu'il y en a ne fait pas. Par contre, si nous sommes sensibles, je dis encore, à question de torture dans les prisons. Ouais. Donc, c'est des questions qui méritaient effectivement que vous ayez en place dans le débat public. Là. Les droits politiques pour participer à la vie de la société. Droit de vote, liberté de réunion, liberté de manifestation, liberté d'association, etc. Les droits économiques, droits qui permettent que mon atteignent dignité humaine, qui fait qu'on est aussi monde et qu'on vive dans le monde, qu'on travaille dans son monde, faut capable de prendre responsabilité d'être, faut gagner un niveau de vie parce qu'on bête, faut qu'on caille pour aider, faut une sécurité sociale. Tout ça. Donc, il fait partie de thématiques que nous-mêmes dans les médias, que nous sommes capables d'aborder, que nous sommes interpellés, que nous sommes capables de la parole sur les droits sociaux pour satisfaire les besoins qui sont des besoins vitaux, comme l'éducation, la santé, le droit d'avoir une famille, de pouvoir subvenir à ses besoins, le droit au loisir, etc. Il y a un ensemble de droits les droits culturels, il y a au moins une qui prend en pile place dans la vie nous pendant les 40-50 dernières années, le droit linguistique. Et c'est peut-être une bagaille qui fait que je dis à Kachita là, et puis on a discuté dans notre propre langue, parce que la média a un rôle très important. On est que bon, le langue ça va monter sous table. Donc, et c'est un élément important, les droits culturels, il n'y a pas que ça. Et puis, donc, d'autres droits collectifs que Rosie a évoqué tout à l'heure, par exemple, droit à un environnement sain, le droit à la ressource assainir, le ramasser fatra, etc. Tout ça, donc, fait partie des éléments qui sont capables d'interpeller. Moi, de temps à temps, c'est sérieusement. Parmi les défis, nous avons retourné sous question contexte. Parce que c'est vrai que nous avons un panorama très large de thèmes, de sujets que nous sommes capables d'aborder. Mais nous sommes capables de nous compte, je dis, que l'ouverture là, la fait dans le contexte. Et le contexte, ça, il faut garder tenu compte de lui. Et en même temps, tout ça demande des compétences et des moyens pour nous capables d'assurer. En ce qui concerne le contexte, tout à l'heure, c'est criminalité exacerbée, côté que vous avez une violation massive de droits qui a fait, mais pas forcément par l'État comme tel. C'est-à-dire que vous avez bien ce côté droits humains en papier, et de plus en plus. Je l'ai évoqué probablement dans le panel avant, c'est un contexte d'abondance, mais est-ce que vraiment il faut parler d'abondance, de fausse abondance de médias, un contexte de pile information et même surinformation, mais est-ce que c'est vrai que c'est surinformation ou bien mal information? Est-ce que ces informations ont besoin? Son contexte d'immédiateté
parfois qui va même laisser place à la mémoire. Donc, côté, nous pas même qu'avons recul, et si on n'a pas été frappé, j'ai oublié, c'est que le Jean-Claude Duvalier débarqué dans l'aéroport international, il y a très peu de journalistes qui ont abordé ça, qui étaient en mesure de dire qui est Jean-Claude Duvalier. Donc, c'est des questions qui pourraient interpeller nous. C'est une ambiance côté où gagner en pile l'information, mais où il y a de graves problèmes d'accès à l'information, puisqu'on n'a pas accès aux sources. Et même je dis, on a dit pour des sujets les plus simples, parfois c'est tout un mécanisme pour mettre en place pour nous parler, par exemple, avec une victime de massacre à Saline. Parce que nous ne pouvons pas la Saline. Nous ne pouvons pas enquêter la Saline. Il y a un confrère qui est allé 5e avenue, qui va jamais retourner. Vous comprenez donc? Nous avons un problème côté de dit, oui, information là, il y a abondant, le téléphone nous tout partout. Mais le journaliste n'a pas accès à l'information. Que ce soit sur le terrain, que ce soit dans les bureaux publics, dans les institutions. Et puis, vous gagnez un autre élément de contexte qui est très important, c'est le sensationnalisme, l'information spectacle. Qui leur ont information intéressée nous? Est-ce que c'est un contenu? Est-ce que c'est une problématique qui est importante pour la vie ou pour décision que l'on prend? Ou bien est-ce que c'est ça qui a fait nous arriver vite là? Donc, ou en face une situation comme ça, qui lui-même est déterminé contexte que nous vivons là. Et donc, nous parlons au moment côté où gagner encore de moins en moins d'informations qui bien balancées, informations équilibrées, puisque tout, tant pour faire information, il est de plus en plus réduit. On fait information en faisant une course contre la montre, parce que libre à vite. Donc, il y a toute une série d'éléments qui conditionnent et pratiquement, et même d'ailleurs, on a parlé de moyens, et France a évoqué tout à l'heure, des moyens de plus en plus accessibles, puisque nous, justement, avec un téléphone, on est capable de faire toute bagaille, mais qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que nous utilisons 20% de la capacité de téléphone qui nous met au monde? C'est des problèmes que nous sommes capables de poser aujourd'hui. Mais en même temps, on a parlé de toute possibilité, ça a gagné des difficultés matérielles énormes au niveau des médias. Pour être capable de faire travail et ils font face très particulièrement à un problème de modèle économique. Avec expliqué nous ça tout à l'heure, qui n'a pas fonctionné, je dis encore, dans la société que nous vivons. Et donc, financer la couverture des droits humains dans un contexte pareil, extrêmement difficile. C'est-à-dire, qui commanditaire, qui institution, qui intéressé pour monde à couvrir droits humains, le sujet ou bien bagaille qui fait views, c'est pas question que le monde réfléchit sereinement. C'est le spectacle. Et je dis à vous finir, nous parlons de contexte, nous parlons de moyens, mais il faut parler aussi des compétences. C'est-à-dire, qui ressources humaines, qui qualité ressources humaines journalistiques, bien entendu, que nous réunissons des ressources appropriées pour faire le travail ça. Très souvent, je suis des lives et puis je regarde qui difficulté que moun qui l'a comme médiateur entre live là avec nous gagné pour même décrire une scène. C'est très simple. Donc, on y a de difficultés à décrire une scène avec les éléments les plus simples et même reconnaître l'information dans cette salle. Mais de là à pouvoir définir l'angle de couverture de sujet,
Pour qu'on ait par exemple là, nous allons parler de droits humains et nous apprenons dans tel an. Nous allons parler de questions de logement, nous apprenons dans tel an. Nous allons parler de questions de loisirs, nous apprenons dans tel an. C'est pas simple pour des ressources humaines dans la dimension ça que nous avons parlé. Et difficulté pour planifier l'ouverture là, parce que l'ouverture de l'information, c'est pour un bagage qui fait ou le vous faire. Il faut planifier et il faut pouvoir réaliser cette ouverture, je dis surtout avec une volonté d'innover. Donc, ça m'a dit une réflexion. Et maintenant, l'on fait, il faut pas faire promotion produit. Donc, c'est tout un système qui met en place. Et ça concerne les journalistes, ça concerne les médias, mais tous les experts qui sont capables là pour aider nous formuler l'explication. Est-ce que vous êtes disponible? Ou bien est-ce que vous voulez intervenir dans l'ambiance que nous vivons là, je veux dire? Donc voilà. Et nous avons fini pour nous dire, à côté de tout ça, il y a aussi l'audience, qui est une audience détournée. Et côté bagaille qui est important, bagaille qui peut être bien intéressant, bagaille qui peut être bien éducatif, bagaille qui peut être bien respecté, une série de valeurs, c'est pas eux-mêmes qui gagnent plus écoute. Et c'est un peu la boule et l'œuf. Il n'y a pas plus d'écoute parce que très souvent, il n'y a pas assez de moyens. Il n'y a pas plus audience parce que tout, probablement, par le travail d'éducation générale qui a fait dans la société, pas de débat sur la question de l'information, pas de débat sur la question des médias, pas gagner éducation aux médias. Avant tout, je voulais saluer ALSH, Académie Libre du Savoir. Donc, je pense que jeudi, c'était une journée très alléchante. Donc, nous apprenons pile de choses. Nous avons gagné un panel qui gagne des cadres, des experts, bien sûr. Donc, nous sommes capables d'écouter, déceler certaines informations que nous ne pas connaître. Et je pense que jeudi, c'était une journée d'apprentissage, d'information et de formation qui était vraiment assez intéressant. Il y a une chose noble que M. Franz Duval et le professeur des médias permettent au public là connaître et faire différence entre le rôle du ministère de la Communication et le rôle Conatel dans le pays. Donc chaque gagnant pouvoir par eux, chaque gagnant rôle que vous jouez dans les médias en Haïti, surtout presse en Haïti, pour permettre que les médias et informations que vous avez divulguées soient capables de paraître plus bien, surtout dans la structure. Donc, je pense que le professeur des médias, c'est un cadre et il te permet au public là assez comprendre et clair de manière précise certaines notions entre le ministère de la Communication et Conatel pratiquement.